Comment l'architecture participe-t-elle à la création d'une ambiance angoissante dans le cinéma ? Quels choix scénographiques sont faits par les réalisateurs? On va décrypter tout ça. Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre ensemble à ces questions. Je suis ravie de te retrouver pour un contenu long car depuis janvier je produis une vidéo courte par jour du lundi au dimanche sur TikTok, Instagram et dans les shorts YouTube. Ça faisait donc longtemps que j'avais pas allumé mon setup caméra des formats longs et ça m'avait beaucoup manqué. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et aussi être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je te souhaite un bon visionnage. L'architecture dans le cinéma, elle ne se limite pas à un simple décor. Au-delà de sa fonction esthétique, elle joue aussi un rôle fondamental dans la mise en scène de l'angoisse. En manipulant l'espace, la lumière, les volumes, les proportions, les réalisateurs transforment l'architecture en un outil narratif puissant, qui est capable de susciter chez nous un malaise profond. Qu'elle soit vaste et oppressante, labyrinthique et déroutante, ou encore même faussement accueillante, l'architecture conditionne notre perception du récit et les personnages qui l'habitent. On va voir comment elle participe à la construction de l'angoisse à travers 3 axes. En amplifiant l'angoisse psychologique, en révélant les tensions sociales et en devenant une entité vivante à part entière. Petit spoiler alerte, on va parler de la mise en scène de l'angoisse par l'architecture. On ne va pas dérouler toute l'intrigue des films ou des séries choisies. Mais il se peut, bien sûr, pour expliquer mon propos, qu'il y ait des scènes qui soient montrées et des explications qui divulguent des infos. Donc à toi de voir si tu veux accélérer sur certains moments de l'épisode. On va analyser plusieurs films et séries iconiques. Il y aura Split, Shining, Get Out, The Labyrinth, The Gift, Parasite et Squid Game. Que tu les aies vus ou non, on va principalement parler de spatialité et de ressenti, donc tu vas tout comprendre, sois rassuré. Dès les premières images d'un film, l'architecture impose une ambiance. Sa conception et son utilisation, ça détermine la façon dont on ressent l'espace et par extension l'angoisse qui en ressort. On retrouve 2 typologies d'espaces caractéristiques qui sont créatrices de ces ambiances angoissantes dans le cinéma. La première par l'immensité, la deuxième par l'isolement. L'immensité de certains lieux, c'est loin d'offrir un sentiment de liberté, au contraire. Elle peut exacerber un sentiment d'abandon et de vulnérabilité. Un espace trop vaste et dépeuplé crée un sentiment d'isolement glaçant. Les grandes pièces vides, les longs couloirs sans fin ou les lieux inoccupés, ça transforme le décor en un vide angoissant qui renforce la solitude des personnages. On retrouve notamment ce sentiment de vide et d'immensité dans les décors du film The Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980. C'est l'histoire d'un écrivain qui s'isole tout un hiver dans un grand hôtel isolé pour surmonter son syndrome de la page blanche. Mais plus il cherche l'inspiration, plus l'hôtel semble hanté, plus il bascule dans une folie, s'en prenant même à sa femme et son fils. L'hôtel Overlook, il apparaît comme un grand manoir hanté, un type d'architecture qui renvoie déjà à un sentiment d'effroi dans l'imaginaire collectif. Et puis, dès le début du film, des images aériennes nous montrent que l'hôtel est vraiment isolé, loin de toute autre habitation, ce qui alimente cette peur car on comprend qu'il sera très compliqué pour les personnages de trouver une aide extérieure. Mais ça devient encore plus angoissant quand on rentre dans les espaces intérieurs de cet hôtel. Ils sont vastes, aménagés, mais toujours inoccupés. Les couloirs de l'hôtel sont interminables et les espaces de réception sont toujours vides. Cette vision d'un espace dépeuplé qui n'est pas censé l'être est bien effrayante car elle est associée à quelque chose qui est tout à fait inhabituel pour nous. Par exemple, la simple vision d'une école, d'une gare, d'un hôpital ou bien d'un hôtel, si ces espaces sont vides, ça devient simplement glauque, c'est vraiment glaçant. Ces visions anormales créent donc un sentiment de peur et d'isolement car c'est inconnu, inattendu, on s'attend en fait à une toute autre situation. Ça contribue à rendre la folie du personnage principal encore plus intense. Mais le sentiment d'isolement peut aussi être apporté par des espaces plus exigus et par la sensation d'enfermement que peut apporter l'architecture. On retrouve alors des espaces clos, sans ouverture, sinueux, avec une architecture souvent épurée, minimaliste, dépourvue de tout aménagement. C'est ce qu'on peut observer dans le film Split de Night Shyamalan, sorti en 2017. Dans ce film, 3 adolescentes sont kidnappées et séquestrées par Kevin, un homme qui a un trouble dissociatif de l'identité. Il est tiraillé entre 23 personnalités. La majeure partie du film se passe donc dans ce sous-sol où sont enfermées les jeunes filles, qui apparaît comme l'antre de Kevin et de ses multiples personnalités toutes très différentes les unes des autres. Le sous-sol en soi, c'est un type d'espace au caractère angoissant qui renvoie immédiatement à une notion de séquestration ou d'emprisonnement. Et puisque dans les films on a tendance à se projeter dans la peau des personnages, dans Split on imagine évidemment les sentiments des personnages, leur peur, leur désarroi, et cette sensation est accentuée par l'architecture qui les entoure. Elles sont effectivement dans un espace clos, exigu, sans ouverture sur l'extérieur. Il y a même cet aspect un peu claustrophobique, cette peur alimentée par les espaces trop étroits desquels on ne peut pas s'enfuir. C'est une perte totale de contrôle. La matérialité, elle joue aussi
un rôle très important dans l'ambiance des lieux. Ici, elle apparaît comme brute et froide, avec de la pierre et du béton. Des éléments techniques du bâtiment sont laissés apparents comme des canalisations, des gaines électriques, ce qui renvoie à un espace souterrain inhabitable et insalubre. L'aménagement dans la pièce où sont séquestrées les jeunes filles est réduit lui aussi au strict minimum, mais ce qui est aussi très intéressant dans Split, c'est que cet espace en sous-sol semble retranscrire l'état psychique du personnage principal. En effet, son mental il est chaotique et confus, tout comme ce sous-sol labyrinthique dont on ne comprend pas trop toute l'organisation, avec des longs couloirs qui relient des pièces cloisonnées et indépendantes les unes des autres. Ça fait clairement écho aux différentes personnalités de Kevin et à la complexité de son esprit. L'architecture ici se veut comme une illustration de la schizophrénie. Il y a aussi bien sûr l'ambiance lumineuse qui joue un rôle important dans la perception des espaces. Un espace sans lumière naturelle, ça peut créer un sentiment de déconnexion avec le monde extérieur et même une perte de la notion du temps. L'éclairage artificiel, s'il est jaune, peut instaurer une ambiance angoissante avec des images très sombres, mais c'est le cas également si les tonalités sont trop blanches, ce qui renvoie à cet effet laboratoire. Dans Shining et dans Split, l'ambiance très sombre participe donc aussi à renforcer ce sentiment d'angoisse. L'angoisse architecturale peut aussi être plus insidieuse et se jouer dans la façon dont l'espace devient une entrave. Un lieu a priori familier et rassurant peut se révéler être un piège où chaque recoin devient une menace latente. L'architecture est alors construite pour dissimuler des dangers, piéger les personnages et nous, les spectateurs, dans un sentiment de peur grandissante. La maison, le cocon, c'est un espace qui se veut réconfortant, sécurisé. Et c'est justement pour cette raison qu'elle est souvent utilisée dans cette idée de devenir le théâtre angoissant de l'intrigue d'un film. Les réalisateurs reprennent alors l'archétype de la maison, du chez-soi, dont le caractère universel parle au plus grand nombre. Le cadre n'a donc même plus besoin d'être glauque en soi comme un manoir ou un sous-sol. L'angoisse vient s'immiscer directement dans notre quotidien. C'est notamment le cas dans Get Out, un film de Jordan Peele sorti en 2017. Un jeune homme, Chris, part passer le week-end chez sa belle famille dans une maison bourgeoise tout à fait classique d'un premier abord, tout comme la famille qu'elle abrite. Mais petit à petit, les personnages vont se révéler de plus en plus étranges et inquiétants, et ce jusqu'à ce que Chris comprenne qu'il est la cible d'un plan macabre. Les premières scènes ont souvent lieu à l'extérieur de la maison, là où Chris est encore libre de ses mouvements et pourrait dans l'idée fuir à tout moment. Mais au fur et à mesure, il se retrouve piégé à l'intérieur de la maison, où il finira même par y être séquestré. Le réalisateur cherche ici à troubler nos repères. L'architecture classique et accueillante au début du film devient progressivement hostile. Elle nous provoque un sentiment de prise au piège irréversible. Et même la représentation du lieu où est séquestré Chris vise à nous déstabiliser et à nous méfier de chaque espace de cette maison. Car il ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un sous-sol flippant, représenté comme un espace froid, sombre, humide. Ici, c'est un vrai espace aménagé et décoré dans la continuité de la maison. C'est donc dans un espace qui à première vue inspire confiance que se déroulent les scènes les plus effrayantes du film. En tant que spectateur, on ne sait plus de quoi se méfier, tous les espaces deviennent suspects, tout comme les personnages, indissociables de leur maison. On retrouve ce même mécanisme dans le film The Gift de Joel Edgerton sorti en 2015. Dans ce film, un jeune couple recroise un vieil ami d'enfance qui va petit à petit s'immiscer dans leur vie et leur intimité. C'est une intrusion lente et progressive. Oh! Hello! Au début du film, l'homme est présent sur le pas de la porte de la maison du couple, puis dans les salles de réception. Mais plus le film avance, plus l'homme finit par s'introduire dans leur intimité en s'immisçant dans la cuisine, dans les chambres, même dans la salle de bain. Dans ce film, l'architecture elle-même et ses matériaux jouent un rôle très important dans la mise en scène de l'angoisse. C'est une maison très vitrée, ce qui donne l'impression que les personnages ne sont jamais vraiment en sécurité. Ils ne sont pas vraiment protégés par leur maison car ils peuvent être observés à tout moment. Le réalisateur se sert aussi des vitres pour créer un jeu de reflets, puisque dans la nuit, c'est notre reflet qu'on voit dans les vitres et non plus ce qui peut se passer à l'extérieur de la maison et donc nous regarder. Tout comme les personnages du film, nos sens sont alors perturbés et on a le sentiment que la menace peut venir d'absolument partout dans cette grande maison. Dans The Gift, cet envahissement de l'intimité se fait par le biais de l'architecture domestique, ce qui permet au réalisateur d'associer la peur et l'angoisse à notre environnement quotidien. Cette deuxième manière de jouer avec l'architecture de l'angoisse est d'autant plus insidieuse qu'elle nous pousse à nous méfier de tous les espaces, même ceux qui nous paraissent les plus familiers. Personnellement, après avoir vu The Gift, j'ai eu du mal à fermer mes yeux quand je prenais ma douche pendant plusieurs jours.
Les choix architecturaux dans le cinéma ne sont jamais neutres. Ils expriment souvent des rapports de pouvoir, des conflits de classe, des tensions sociales et politiques. Toutes ces inégalités structurelles peuvent renforcer l'angoisse. L'architecture et l'espace, plus largement, permettent de poser en quelques minutes le contexte de l'histoire et la situation des personnages. L'organisation spatiale dans un film traduit souvent une répartition inégale des privilèges et de la sécurité. L'architecture devient un moyen d'identifier rapidement et de scinder les personnages entre dominés et dominants, entre riches et pauvres, oppresseurs et opprimés. Les lieux luxueux sont souvent dépeints comme froids, inhospitaliers, et les espaces marginalisés sont labyrinthiques, dégradés ou insalubres, accentuant la tension dramatique et l'angoisse sous-jacente. Cette hiérarchisation spatiale, ça t'aura sûrement fait penser au film Parasite. C'est un film de Bong Joon-ho sorti en 2019. On peut y voir le contraste frappant des lieux de vie des familles Kim et Park. Tous les membres de la famille Kim sont au chômage et vivent entassés dans un espace exigu et insalubre. A l'inverse, la famille Park est très fortunée et vit dans une maison très minimaliste et moderne. Ces deux espaces très différents, ils ont un important pouvoir narratif car ils nous permettent de comprendre très rapidement les situations sociales et économiques des deux familles. Le réalisateur joue aussi avec les extrêmes pour nous déstabiliser. Il montre à la fois un logement très pauvre et surchargé et un autre luxueux mais très froid et quasi vide. En tant que spectateur, on ne se projette ni dans l'un ni dans l'autre, aucun de ces logements ne sont rassurants ou chaleureux. Dans Parasite, on peut aussi remarquer une hiérarchisation verticale des deux familles et de leurs logements, et donc des classes sociales. L'appartement de la famille Kim, la plus pauvre, est en partie en dessous du niveau de la rue puisqu'on voit des étroites fenêtres très en hauteur. En opposition, on sait que la grande maison des Parks est en hauteur puisqu'on doit emprunter un escalier pour y accéder depuis la rue. Cette hiérarchisation verticale, elle est visible au sein même de la maison des Parks, puisqu'au cours du film, on comprend que la maison abrite une sorte de très grand souterrain dans lequel vit clandestinement le mari de l'ancienne gouvernante et qui est accessible en descendant un long escalier. Tout au long du film, les escaliers deviennent en quelque sorte la retranscription spatiale, la métaphore physique des déplacements sur l'échelle sociale. On retrouve un décalage similaire dans le film Le Labyrinthe de Wes Ball sorti en 2014. Dans le film, les individus sont placés dans un immense labyrinthe, ce qui est par nature quelque chose de plutôt inquiétant. Il renvoie évidemment à l'idée de piège, à un endroit duquel on ne peut pas sortir. Dans le film, le labyrinthe est d'autant plus inquiétant qu'il comprend des proportions gigantesques avec des énormes murs hauts aux allures massives et austères. On n'est pas sur les petits bosquets d'un château. L'image du labyrinthe vient alors renforcer le scénario du film puisqu'il est en réalité l'arène d'une lutte permanente que mènent les jeunes qui sont piégés pour survivre. Mais cette lutte, c'est en réalité une expérience macabre qui est organisée et regardée par une classe sociale supérieure. Elle prend place dans une architecture ultra-moderniste et crée un contraste évident avec l'environnement formé par le labyrinthe. L'architecture vient donc encore une fois hiérarchiser les espaces et séparer visuellement les classes sociales dans le film. Certains espaces peuvent être conçus pour paraître esthétiques ou ludiques, mais cachent une réalité bien plus sombre. L'illusion d'un environnement plaisant, coloré et harmonieux peut renforcer l'effet de contraste avec la violence qui s'y joue. L'angoisse naît alors du décalage entre l'apparente innocuité de l'architecture et la menace réelle qu'elle renferme. L'exemple le plus frappant pour illustrer ça sont les décors de la série Squid Game sortie en 2021. Ils reprennent les codes esthétiques souvent liés à l'enfance et au jeu, qui viennent s'opposer à un récit et à des images ultra-violentes pour créer un climat angoissant. On peut citer l'exemple des escaliers de Squid Game qui semblent ludiques et colorés au premier abord, mais qui dans leur entremêlement donnent le sentiment d'être sans fin. Ils tirent leur inspiration de deux éléments. Le premier, c'est la lithographie Relativity, qui bouleverse tous nos repères spatiaux avec ces escaliers dont on ne comprend pas si c'est le début ou la fin. Mais ils sont aussi inspirés d'un bâtiment réel de Ricardo Bofill, appelé la Muraille Rouge en Espagne. Ces logements sont une expérimentation urbaine, une utopie sociale, dans laquelle l'homme est au cœur de l'architecture. Le projet, il a été créé en 1973 et ce n'est pas qu'un caprice d'architecte ou une fantaisie d'ego, c'est une architecture très rigoureuse et structurée. Même si son apparence paraît ludique, son organisation est très structurée. C'est un jeu de cubes où chaque appartement fait entre 3 et 5 cubes. Il y a des variations sur chaque étage, ça rompt la monotonie et ça crée une sensation de labyrinthe vertical avec différentes déclinaisons. Pour Squid Game, c'est la dimension théâtrale qui est reprise. Ici, elle est uniquement sordide, cynique et chaotique. Il n'y a pas d'issue possible. Les escaliers de Squid Game donnent l'impression de se renfermer comme un piège sur ceux qui l'empruntent, faisant perdre toute notion du temps et de gravité. Les couleurs très vives de cet escalier et leur aspect ludique viennent contraster avec l'angoisse ressentie par les joueurs et nous, les spectateurs de la série. Et ce d'autant plus que l'on sait que ces escaliers mènent à des épreuves où de nombreux joueurs vont perdre la vie.
La musique qui accompagne ces scènes dans les escaliers, c'est aussi un élément qui vient accentuer le caractère angoissant. C'est un air classique, il s'agit du beau Danube bleu de Johann Strauss. Donc une musique douce et calme qui dénote complètement avec ce moment solennel de chemin vers la mort. Dans certains films, l'architecture ne se contente pas seulement d'accompagner l'action, elle est un personnage à elle seule, une entité active qui influence le déroulement du récit. Lorsqu'un lieu semble posséder une volonté propre, il cesse d'être un simple cadre pour devenir un acteur du drame. L'angoisse naît du sentiment que l'espace se referme sur les personnages, qui leur impose une dynamique et les enferme dans une trajectoire inexorable. C'est ce qui se produit dans Shining avec l'hôtel Overlook par exemple. Ici, l'hôtel a un véritable impact sur les personnages. C'est lui qui semble rendre fou les personnages puisque l'histoire a l'air de se répéter pour chaque nouveau gardien qui arrive dans l'hôtel. Ils sont tous tombés dans la folie. L'hôtel est donc un acteur de l'histoire. Sans lui et son impact sur les personnages, le scénario ne tient plus. Cette personnification de l'hôtel, elle est aussi sous-entendue avec une phrase que prononce le barman au début du film lorsqu'il dit à Jack « Les verres sont offerts par la maison ». L'hôtel semble hanté, doté d'une volonté propre qui manipule les protagonistes. Plus les personnages deviennent fous, plus l'hôtel est terrifiant. Mais l'exemple le plus parlant, c'est peut-être celui dans le film Le Labyrinthe. Car ici, l'architecture du labyrinthe semble vraiment vivante puisqu'elle bouge, elle est en perpétuel mouvement. Les parois mobiles rendent alors fous les personnages puisqu'ils n'arrivent pas à en sortir. Le tracé du labyrinthe change constamment. Le labyrinthe devient une entité vivante dangereuse qui va même jusqu'à tuer. On peut le voir notamment dans cette scène où les personnages tentent de fuir cet environnement hostile. Ici, ils n'essayent pas d'échapper à quelqu'un de dangereux, mais bien à l'architecture elle-même. Le labyrinthe vivant brouille nos repères. Les jeunes bloqués dans le labyrinthe, tout comme les spectateurs, sont déstabilisés par ce décor changeant qui les désoriente. L'architecture se retourne contre ses occupants et devient un vrai danger pour eux. Dans Split également, l'espace évolue en s'adaptant aux différentes personnalités du personnage principal. Certaines pièces, elles offrent un cadre plus structuré et ordonné lorsque ce sont les personnalités les plus rationnelles qui prennent le contrôle, alors que d'autres zones deviennent oppressantes et chaotiques sous l'influence de ces aspects les plus violents comme la bête. Cette architecture oppressante et changeante renforce la tension dans le film, plongeant à la fois les personnages et nous-mêmes dans un sentiment de perte de contrôle et de menace constante. Enfin, l'architecture peut participer à nous déstabiliser en déformant totalement notre perception du réel. Des espaces trompeurs aux perspectives impossibles, des lieux qui se modifient de manière imperceptible, renforcent le sentiment de perte de contrôle. L'angoisse ne réside plus seulement dans l'histoire racontée, mais dans le cadre même où elle se déroule. On retrouve plusieurs éléments dans le décor de la série Squid Game qui participent à ce que la perception des espaces que l'on a soit complètement déformée. Dans un premier temps, on comprend que les espaces où se déroulent les pires scènes de violence sont ceux dont les décors sont les plus enfantins. En instaurant la peur et la violence dans un environnement qui n'est pas censé l'être, en l'occurrence ici le monde de l'enfance ou du jeu, le réalisateur arrive à nous faire perdre nos repères. On n'arrive plus à anticiper la vision d'une scène angoissante qui est généralement amenée par la vision d'un espace qui reprend des caractéristiques effrayantes, plus classiques comme on a pu le voir précédemment. Dans Squid Game, l'angoisse est constante car la violence surgit à des moments où on s'y attend le moins. Il y a aussi un jeu avec les proportions et les rapports d'échelle dans Squid Game qui vient modifier notre perception du réel. Par exemple, dans la salle où se déroule le deuxième jeu Morbid, qui ressemble à une aire de jeu pour enfants, les rapports d'échelle sont complètement faussés. Pour retrouver cette perception des jeux d'enfants qui nous semblaient très grands lorsqu'on était petit, les structures sont ici surdimensionnées pour que les joueurs adultes paraissent tout petits à côté. On peut également prendre en exemple la représentation du ciel. Dans la salle de jeu numéro 1 où se déroule le 1, 2, 3 soleil, le ciel est représenté de manière assez réaliste, alors que dans la deuxième salle, il est représenté de manière beaucoup plus enfantine, comme s'il avait été dessiné par un enfant. Cette évolution dans la représentation du ciel permet inconsciemment d'infantiliser toujours davantage les joueurs au fur et à mesure des jeux. Enfin, il y a un autre espace dans Squid Game qui nous déstabilise dans la manière dont il est représenté. C'est le dortoir des joueurs. Alors que la chambre, l'endroit où on dort, est censé être un lieu rassurant, ici le dortoir n'inspire pas du tout confiance, il est tout sauf sécurisant, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le dortoir a plus des allures de dortoir de prison que d'un espace chaleureux et intime. La directrice artistique de la série explique avoir voulu présenter les personnages comme de la marchandise entassée dans un entrepôt. Une image très bien retranscrite avec ces lits empilés les uns sur les autres. Mais la disposition des lits eux-mêmes n'est pas non plus anodine. Ils sont organisés en escalier et en périphérie de la pièce, laissant un grand vide central au sol. Cette organisation renvoie à celle d'un stade avec des gradins ou à une arène. Une image peu rassurante qui nous fait sentir dès le début qu'il va se passer quelque chose ici. Et en effet, au bout de quelques épisodes, une bataille sanglante et meurtrière éclate au centre du dortoir, tandis que les autres joueurs regardent la scène perchés dans leur lit, rappelant ainsi un combat de gladiateurs dans une arène.
Dans Get Out, même une fois que l'intrigue est dévoilée et que l'on perçoit désormais la maison bourgeoise comme un lieu terrifiant et angoissant, l'architecture continue d'alimenter cette peur chez nous. On découvre toujours de nouvelles pièces et on sent que le danger peut venir d'absolument partout. Nos repères sont troublés car le danger vient ici d'une maison familiale classique, un espace habituellement rassurant dans l'imaginaire collectif. Notre perception du réel est donc déformée, l'architecture dissimule une menace ou des apparences rassurantes. Ces exemples nous montrent bien qu'il ne faut pas forcément être dans le noir, dans le brouillard ou dans un lieu de nature effrayante pour faire naître la peur chez le spectateur dans un film. En brouillant nos repères et en cassant les codes visuels classiques des espaces effrayants, on peut vraiment ramener la peur dans tout type d'espace. Conclusion. L'architecture est bien plus qu'un simple élément de décor dans le cinéma, elle est un outil puissant de mise en scène de l'angoisse. En amplifiant l'isolement des personnages, en illustrant des tensions sociales sous-jacentes et en se transformant en identité propre, l'architecture conditionne la manière dont nous ressentons un film. L'angoisse cinématographique ne tient donc pas seulement au jeu des acteurs ou à un scénario, mais aussi à la façon dont l'espace est pensé, modelé et mis en valeur pour nous déstabiliser. Loin d'être un simple décor, l'architecture c'est un véritable moteur narratif essentiel à l'expérience du film. Ici, on s'est intéressé à la manière dont l'architecture participe à la création d'une ambiance angoissante dans le cinéma, mais l'architecture peut créer plein d'autres ambiances dans le 7e art. À ton avis, quel autre message elle peut faire passer, ou encore quels autres rôles elle peut jouer? Quel type d'espace trouves-tu le plus effrayant? Est-ce que tu penses à d'autres films dans lesquels l'architecture joue un rôle très important dans la mise en scène d'une ambiance angoissante? Je te laisse me dire tout ça dans les commentaires. Si cette plongée dans l'architecture de l'angoisse t'a plu, tu peux aimer, commenter et partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Percé pour soutenir mon travail. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé et sur TikTok pour avoir les coulisses de la chaîne. Je te remercie et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Clac clac, fini. Finito. Attache de jambes. Fais la moitié. Oh, c'est la partie 3. Partie 3, partie 3. Trop vite. C'est trop rapide.